Mais pour l'heure, on accueille mon invité, Dimitri Casali. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Et vous êtes historien, essayiste, vous avez été professeur d'histoire et vous publiez aux éditions First Les enfants de l'histoire. Vous l'avez coécrit d'ailleurs avec votre co-auteur Céline Bathias. Vous parlez de ces fameux enfants qui ont eu un rôle énorme dans notre histoire, pas seulement l'histoire de France d'ailleurs. Certains d'entre eux sont extrêmement connus, par exemple Jeanne d'Arc, enfin c'est peut-être une des figures les plus connues, sinon la plus connue de l'histoire de France, en tout cas pour beaucoup de Français. Et d'autres sont assez peu connus. On va parler déjà de ces enfants qui auraient pu régner, qu'on aurait pu apprendre par cœur à l'école, comme ceux qui avaient dirigé notre pays pendant quelques années et qui n'ont jamais pu le faire. Louis XVII, par exemple, le roi martyr, celui qui a un titre de roi mais qui n'a jamais régné. Quelle est sa vie à Louis XVII, sinon une tragédie qui n'a pas duré longtemps? Louis XVII, c'est le prince martyr. C'est sûr que le pauvre enfant a été emprisonné par les révolutionnaires à la prison du Temple. Il a été séparé de sa mère et de son père qui ont été guillotinés, le roi et la reine, bien sûr. Et surtout, il a été complètement traumatisé. Il était de santé fragile. Il a été traumatisé par son gardien qui s'appelait le cordonnier Simon, qui l'a vraiment martyrisé, qui lui a fait témoigner contre sa mère en disant qu'il avait eu des attouchements sexuels, que Marie-Antoinette avait eu des attouchements sexuels envers lui. Enfin, c'était vraiment un pauvre air, et c'est bien dommage parce que c'était un prince qui aurait pu être vraiment très brillant. Il était très, très intelligent. Tout à fait. D'ailleurs, tous ceux qui ont eu l'habitude de regarder la chronologie de l'histoire de France savent bien qu'à un moment, on a sauté un pas, si je puis dire. On est passé de Louis XVI, à la Révolution évidemment, directement à Louis XVIII. Un autre prince n'a jamais vraiment régné. C'est Napoléon II. On connaît Napoléon Ier, on connaît Napoléon III, mais l'Aiglon, on le connaît peu, sauf à se pencher sur votre ouvrage ou alors à lire des livres d'histoire. Pareil, Napoléon II, c'est presque le même destin finalement. Il aurait dû régner, il ne l'a jamais fait. Oui, c'est un destin tragique, bien sûr, puisque c'est le fils de l'empereur que Napoléon a attendu toute sa vie. Il a eu son fils en 1810, très tardivement. Et enfin, ce prince, à la chute de Napoléon, a été enlevé pratiquement par les Autrichiens pour l'élever au palais de Schönbrunn, au palais impérial. Et ils lui ont inculqué toutes les valeurs autrichiennes. Ils lui ont fait renier la France jusqu'à ce qu'il découvre son origine et le prestige de son père. C'est vraiment la pièce d'Edmond Rostand, l'Aiglon, qui est une tragédie sur ce destin absolument incommensurable. Mais il y en a plein. C'est vrai qu'on parlait de Jeanne d'Arc. Il faut réaliser que Jeanne d'Arc avait 17 ans quand elle a pris Orléans, et elle est morte sur le bûcher à 19 ans. Donc c'est très jeune. Dans la résistance française, encore une fois, tous les jeunes résistants comme Guy Môquet étaient très 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 jeunes. Et puis aujourd'hui encore, mon livre parle aussi d'aujourd'hui, puisqu'au Pakistan, il y a cette jeune Pakistanaise Malala Yousafzai qui a eu ce prix Nobel en 2014 parce que les talibans, militantes pour le droit à l'éducation, les talibans pakistanais ont essayé de l'assassiner en lui tirant une balle en plein visage. Finalement, elle a survécu, et aujourd'hui, c'est une militante qui est pure et dure, puisqu'il faut savoir qu'au Pakistan aujourd'hui, 65% des jeunes filles ne vont pas à l'école. Alors que je vois que nous sommes en plein décrochage scolaire aujourd'hui même en France, les jeunes refusent d'aller à l'école. Au Pakistan, il faut savoir qu'il y a des jeunes enfants qui se battent pour pouvoir aller à l'école. Absolument. On pourrait parler aussi d'une autre figure très connue qui a eu un destin tragique probablement, mais très mystérieux, c'est Anastasia, la fameuse princesse Anastasia. Quel a été son rôle au-delà de la légende qui est restée ? Là, il y a toujours encore un certain mystère du fait de ces fameuses, vous savez, ces personnes qui ont revendiqué, qui ont expliqué qu'ils avaient échappé à la tragédie. Comme vous le savez, les communistes, les bolcheviks, pour être exact, ont massacré, ont exécuté les Romanov. Atroce et du sordide, ça il faut jamais l'oublier, parce que c'était toute la famille avec des jeunes enfants et le jeune prince qui était malade, atteint de leucémie. Donc c'est vraiment une tragédie. Et cette Anastasia,
est réapparue dans l'histoire plusieurs fois. Plusieurs personnes ont évoqué, ont dit qu'elle avait échappé à cette mort tragique, et donc il est resté longtemps un mystère jusqu'en 95, où Boris Eltsine a accepté qu'il y ait une analyse. Le président de la Fédération de Russie. Voilà, et là, effectivement, on a découvert que les os de la fameuse prétendante au titre, Anastasia, étaient qu'une usurpatrice, et qu'effectivement, la pauvre princesse Anastasia avait été exécutée avec ses frères et ses sœurs. C'était une imposture, absolument. Il y a un nom, par exemple, qu'on peut retenir dans votre livre et qui est quasiment mais inconnu des Français en général. C'est l'histoire de ce filleul de Louis XIV, le prince noir Aniaba. Qui était-il ? C'est une histoire passionnante parce que donc c'est un jeune prince africain que les explorateurs français ont ramené à la cour de Versailles, hein, et Louis XIV s'est pris, par l'entremise de Madame de Maintenon surtout, et de Bossuet, le grand Bossuet, s'est prise d'affection pour ce jeune prince et est devenu carrément son parrain. Donc je l'ai inclus dans notre livre parce que pour bien comprendre que le racisme n'était pas à l'époque inhérent à la société française. Justement, c'est une société de classe sociale avant tout. Et quand on était prince, que l'on soit prince africain ou autre, on était accepté tout de suite à la cour du grand Louis XIV. Donc ça, c'est important. Et on était traité comme un prince, en tout cas, c'est ce que vous rappelez, en tout cas pour ce qui est de Aniaba. Oui, c'est important de le rappeler aujourd'hui avec tous les événements, cette lutte pour l'encontre, enfin pour l'antiracisme, effectivement, c'est important parce que aujourd'hui il y a beaucoup de fausses informations qui sont diffusées sur l'histoire du racisme en France, et c'est bon de rétablir la vérité historique. Après, on peut refaire le parallèle. C'est vrai aussi, et c'est logique que ça paraisse surprenant. C'est-à-dire que sous Louis XIV, vous avez Aniaba, qui est donc un prince d'Afrique de l'Ouest, qui est traité comme un prince, qui est converti au catholicisme, qui devient le filleul de Louis XIV. Et en même temps, c'est l'époque du Code noir, avec toutes les atrocités dont on a pu entendre parler, effectivement, qui se passaient dans les Antilles françaises. Comment on explique cette espèce de ce qui peut passer pour une incohérence? C'est-à-dire qu'un noir était considéré comme une chose ou comme un esclave, en tout cas, dans les Antilles françaises, et en même temps un prince noir était traité comme un prince à la cour du roi de France. Oui, comme je viens de vous le dire, c'est avant tout dans le passé. C'est pour ça qu'il faut cesser. C'est la classe sociale. On fait des anachronismes sans arrêt. Dans le passé, les sociétés étaient basées sur les classes sociales, effectivement, sur les catégories sociales. C'est ça. Ce genre d'anecdote rappelle que l'histoire n'est pas toute noire, elle n'est pas toute blanche, elle est grise, et elle est complexe, et elle est toujours entre deux. Donc au moment où le prince était reçu à la cour de Louis XIV, voilà, dans 1685, Colbert rédigeait le Code noir pour réglementer l'esclavage dans les colonies. Vous avez tout à fait raison. Donc effectivement, c'est une histoire non manichéenne, mais il faut, quand on replace dans le contexte, en 1685, il faut aussi dire que la planète entière pratiquer l'esclavage et les Africains, les premiers entre eux. Donc c'est ça qui est passionnant dans l'histoire. Moi je pense qu'aujourd'hui il faut réapprendre l'histoire à nos enfants et leur redonner le goût et la passion de l'histoire, parce que vous savez que dans les programmes scolaires, l'histoire, la discipline horaire diminue de plus en plus. On parle sans arrêt d'écologie, de tous les de crise sanitaire, de santé, de médecine, et l'histoire et la culture en général tombent vraiment en désuétude. Et là on retombe sur mon livre avec les combats de Malala, mais il y a aussi ces enfants esclaves au Pakistan, le petit Iqbal Masih qui a été assassiné à 12 ans. Il faut savoir qu'il y a pratiquement, dans le dernier rapport de l'ONU, il y a 40 millions d'esclaves aujourd'hui à travers le monde. Donc au lieu de culpabiliser la France avec la repentance du XVIIe siècle, on devrait mieux s'occuper des travailleurs forcés, des jeunes, de l'esclavage sexuel qui court de la Mauritanie au Pakistan, dans tous ces pays musulmans. C'est absolument une priorité à avoir aujourd'hui.
Vous avez parlé alors justement de ces crises sanitaires, il y en avait une autre qui a traversé l'Europe pendant tout le Moyen-Âge avec une maladie horrible qui s'appelle la lèpre et effectivement elle était justement la maladie de l'un des enfants dont vous parlez, Baudouin IV, le roi de Jérusalem, un roi à 13 ans, mort à 24 ans, c'était une vie de souffrance, il a eu un destin trop court effectivement mais qui aurait pu être très important. Vous avez aussi le pharaon le plus connu de l'histoire moderne en tout cas, c'est Toutankhamon. C'était un enfant, on le connaît pourquoi? Parce qu'on a retrouvé effectivement son sarcophage absolument magnifique. C'était un enfant lui-même, il est probable qu'il ait eu un rôle un peu moins important dans l'histoire de l'Égypte des pharaons. Quoi qu'il en soit, vous allez découvrir beaucoup effectivement de portraits. La plus belle histoire, il faut citer aussi quand même la plus belle histoire de Messès Destin, la petite Anne Frank, qui est vraiment le témoignage le plus brûlant contre la barbarie nazie, cette jeune Allemande. Le journal d'Anne Frank. Voilà. Absolument bouleversant, le journal d'Anne Frank, effectivement. Merci beaucoup, Dimitri Casali, historien, essayiste, professeur d'histoire, auteur de ce livre, Les enfants de l'histoire. C'est publié aux éditions First. C'est coécrit d'ailleurs avec Céline Bathias. Merci d'être intervenu sur Sud Radio. Cet ouvrage, vous pouvez vous le procurer dans les librairies. Elles ont ouvert, c'est important de le dire d'ailleurs, heureusement pour elles. Vous pouvez aussi probablement le télécharger. Merci beaucoup, Dimitri Casali, d'être intervenu sur Sud Radio.